Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BeSafe TV pour ce premier podcast placé sous le signe de la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un expert de la lutte contre la fraude. J'ai nommé Monsieur Jonathan Spédal. Et si vous ne le connaissez pas encore, écoutez très attentivement ce qu'il va dire parce que ça va être très pertinent. Donc Jonathan Spédal qui est enquêteur réseau, analyste fraude et fondateur de Cybermoustache. Bonjour Jonathan tout d'abord. Bonjour et merci de me recevoir. Je suis vraiment ravi de te recevoir et c'est toujours un plaisir de t'avoir au sein Merci. de l'école. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler lutte contre la fraude. Comme tu le sais, BeSafe est la première école de lutte contre la fraude en France. Nous avons la chance de proposer des formations sur ces thématiques et la lutte contre la fraude et surtout la prévention est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour ce premier podcast, nous allons également parler d'une thématique que je te présenterai juste après. Mais tout d'abord, je vais vous faire un léger rappel news lutte contre la fraude. Alors, nous allons parler de deux actualités qui sont totalement en lien avec le sujet que nous allons aborder. Le premier étant le démantèlement récent d'un réseau de vente illégale de code de la route en Haute-Saône. Où des gendarmes ont réussi à remonter donc un réseau avec 3 rabatteurs qui proposaient des codes de la route à des clients sans passer le diplôme. Alors pour rappel, la conduite avec un faux permis ou l'achat de diplôme sans passer l'examen est passible de 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 75 000 € d'amende. Deuxième actualité, Jonathan, et tu en as peut-être entendu parler, il s'agit du youtubeur Mertel, qui s'est récemment vanté de toucher des aides sociales auxquelles il n'avait pas réellement droit, et notamment l'AAH, à savoir l'aide aux adultes handicapés. Et non content de se vanter de cette fraude, il a également fait la promotion de cette fraude en disant du coup à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu'il proposait de les former à cette fin. Alors, bien entendu, ces propos ont suscité de nombreuses réactions et cela a même donné lieu à un projet de mise en place d'un délit de promotion de la fraude. Alors Jonathan, étant enquêteur réseau, quel retour d'expérience peux-tu nous faire sur la promotion de la fraude que tu observes sur les réseaux sociaux et quelles sont les tendances actuelles? Forcément, ce que je vois en premier, c'est la fraude au retour. Tout le monde est touché actuellement, l'e-commerce subit. Il y a un petit peu de tout, de la vente, de comptes de streaming. Il y a des fraudes incroyables qui se créent. Honnêtement, les fraudeurs, comme ils sont un peu bloqués par les directives des SP2, on est au courant du social engineering avec la fraude aux faux conseillers, mais vous avez même la fraude aux boîtiers internet, qui est incroyable. Moi, je vais pas en parler un peu plus parce que honnêtement, ça va donner des idées à certains. Mais bon, C'est pas le but. quand vous louez votre bien, ne laissez rien à la portée de personne. S'il n'y a pas internet, limite, c'est mieux. Et puis, vous avez des fraudes au permis, forcément. Les préfectures sont touchées. Et puis, vous avez même la possibilité d'avoir des permis étrangers qui sont, pour le coup, bien réels, mais qui ne sont pas réellement validés par vous ou par votre savoir, parce que vous pouvez passer certains diplômes, ou plutôt tests, en ayant accès à Internet. Donc, pour moi, c'est de la triche. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a même de la fraude en interne. Il y a beaucoup de sociétés avec je pense, dans la logistique ou même boîte e-commerce où des gens sont même payés par des petits groupes, forums et autres de fraudeurs qui se cotisent, qui font un paiement mensuel pour pouvoir justement payer les gens qui vont dans les sociétés, qui récupèrent, que ce soit les informations, qui peuvent aussi avoir la main sur des, des, des actions qui vont faire en sorte que certaines fraudes puissent passer. Et voilà, honnêtement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus physique que alors physique, je parle pour la fraude interne, mais voilà, ça s'est vraiment déplacé du côté paiement pur à la carte bleue vers le côté logistique à 100%. Aujourd'hui, malheureusement, on observe que les fraudes sont de plus en plus répandues. Est-ce que, selon toi,
quelque chose de particulier est à l'origine de ce phénomène. L'augmentation en fait des réseaux sociaux, euh, même la possibilité, enfin, je pense qu'il y a le bouche à oreille qui a toujours bien fonctionné, mais honnêtement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la partie numéro une de la propagation en fait, des techniques de fraude. Il y a même des formations qui sont vendues comme les formations qui sont vendues sur LinkedIn. Là, vous avez clairement des gens qui achètent en fait, la solution et qui la revendent comme une formation ou qui la font après. C'est-à-dire, en fait, ils le font pour vous, ils font la fraude pour vous et ils prennent un pourcentage sur la fraude qu'ils vont faire pour vous. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça s'est vraiment professionnalisé. En fait, on a carrément, pour moi, c'est des petites sociétés, hein, clairement. J'entends tout à fait. Alors, on constate un phénomène ces dernières années surtout, où avant le fraudeur avait un profil type, si je puis dire, un persona, à savoir c'était la plupart du temps un jeune hacker dans son bureau dans le noir. On constate de plus en plus qu'aujourd'hui, finalement, certains particuliers se mettent à frauder et on ne comprend pas trop cela, concrètement, à quoi est-ce dû selon toi? Euh, je pense que la vie est peut-être un peu plus dure, touche tous les portefeuilles. Il y a la facilité aussi de la fraude. Je pense que les gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont carrément professionnalisé le secteur de la fraude et ils arrivent à le vendre. Clairement, quand ils le vendent, moi je passe sur ce qui est dit et on voit que ils minimisent en fait le préjudice pour les boîtes, les entreprises. Ils minimisent aussi le fait de faire appel à leurs services. Puis clairement, ils disent qu'en fait, vous avez juste donné vos accès, vous n'y êtes pour rien, et qu'en contrepartie, bah, vous donnez qu'un petit pourcentage, et puis vous avez rien à craindre. Donc les gens se disent, bon, bah, j'ai besoin d'un téléphone, d'un vélo, enfin même parfois des frigos, et les gens, bah, clairement, ils n'ont pas les moyens, ils se disent, j'en ai besoin, je risque pas grand-chose, c'est pas moi qui le fais, c'est pas grave non plus, on y va. Et pourtant, si, c'est grave. Donc il y a une réelle, finalement, minimisation, comme tu le dis, c'est Oui. le mot important, de la fraude par les, si je puis appeler ça, les gros fraudeurs auprès des plus petits pour aider à faire passer la chose un peu plus facilement. C'est ça. Puis là, vous dites les plus gros fraudeurs. Je pense que maintenant, honnêtement, il y a plus de petits et de gros. Je pense qu'il y a vraiment un accès tellement facile. Je pense aussi qu'il y a certaines fraudes, comme la fraude au retour. Très peu d'entreprises sont au courant du fonctionnement. Et du coup, en fait, pour l'instant, c'est porte ouverte et tout le monde y va. Moi, je connais même des gens à qui j'ai parlé en vacances qui m'ont dit: Ah, mais moi, j'ai déjà fait de la fraude au retour. En fait, j'ai payé quelqu'un sur un Snapchat qui m'a dit un téléphone gratuit, je l'ai fait et j'ai vraiment reçu le téléphone. Et la personne n'a pas vraiment cherché à comprendre tout ce qui était impliqué derrière, quoi. Donc, cette personne-là pensait être la seule, mais derrière, il y a peut-être des millions de personnes qui ont fait appel à la même personne, qui a acheté une formation, et en fait, c'est pyramidal, hein, clairement. Bien entendu, bien entendu. Alors, aujourd'hui, il apparaît que le moyen de paiement le plus utilisé par les fraudeurs euh, est le paiement en crypto-monnaie. Comment trace-t-on les crypto-monnaies? Alors, je dirais que c'est pas forcément le plus utilisé, mais c'est la monnaie qui, de toute façon, dans le schéma de fraude, apparaît à un moment donné. Euh, pour tracer la crypto-monnaie, donc, de toute façon, c'est même plus simple que suivre des mouvements financiers, j'allais dire en cash ou bancaire ou virement et autres. Enfin, c'est comme un virement bancaire, parce que de toute façon, il y a la blockchain qui permet d'une adresse A aller à une adresse B, de voir les, euh, les mouvements en termes de montant, euros, crypto. La blockchain vous permet de faire vraiment la totalité, en fait, la transparence en fait, de tous les flux aller et retour. Il y a certaines cryptos qui ne sont pas traçables, mais le Bitcoin, par exemple, qui est ultra utilisé et pourtant traçable, il y a des gens qui utilisent des mixeurs. C'est-à-dire, en fait, c'est un, un outil qui va vous permettre de faire une multiple transaction. Et en fait, quand vous allez vouloir suivre les transactions, il y en aura tellement que vous n'allez pas savoir laquelle est réelle. Voilà, en gros. Mais vous avez certaines cryptos qui, elles, ne sont pas traçables du tout.
Et c'est ce qui complique, la chose. Donc je pense qu'il y a les très bons fraudeurs sont au courant, et hackers aussi d'ailleurs, sont au courant et se mettent à la page, mais il y en a beaucoup qui sont encore restés sur: «Oh le bitcoin c'est bon, je vais pouvoir l'utiliser» et en plus de ça, toutes les plateformes européennes, et je pense même dans le monde, hein, la plupart font un KYC d'entrée, donc si vous avez un KYC d'entrée sur pardon, la l'adresse du point A et qu'il y en a une sur le point B, vous allez forcément arriver, à les suivre. Malheureusement, si derrière c'est pas fait, par exemple, acheter de particulier à particulier, ça va être plus compliqué. Bien entendu, il y a des outils KYC, on en connaît pléthore, et j'espère même que pour une prochaine édition, nous aurons la chance d'accueillir potentiellement des personnes proposant des solutions. Alors pour en revenir à notre sujet d'origine, Jonathan, euh, dans le cadre de la mise en place de cette loi visant à mettre en place donc un délit de promotion de la fraude, penses-tu que cette loi doit prévoir une peine uniquement pour le fraudeur, ou tout du moins pour la personne faisant la promotion de la fraude, ou également pour l'acheteur? Alors je donne un avis, mais je suis pas en position de pouvoir, choisir. À chaque fois, on n'est jamais au courant de ce qui se passe après. Pour moi, clairement, la personne qui fait, l'apologie, de la fraude devrait, être punie. Moi, ce qui m'embête aussi, c'est qu'on voit de plus en plus donc les plateformes de streaming qui font, l'apologie et aussi des fraudeurs. Combien de séries et de films aujourd'hui Mhm. parlent de fraudeurs qui ont réussi? Moi, par exemple, voir aussi à TPMP, Marco Marco Mouli, Mouli récemment, d'ailleurs. clairement, c'est des choses qui me font vraiment mal. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie, qui ont un bon palmarès, et qui font des choses incroyables. On a des athlètes paralympiques et tout, eux, ne sont pas invités. Ça, pour moi, par exemple, c'est inconcevable. Et donc pour moi, une personne qui fait l'apologie de la fraude, clairement, elle doit être punie, parce qu'en plus, tout le monde est touché quelque part. Mhm. Par contre, pour les personnes qui utilisent la fraude, je pense que justement, en France, on n'a pas encore cette culture comme d'autres pays de, d'éduquer en fait sur ce qu'est une fraude, sur le fait de prendre parti à cette fraude et ce que vous encourez et aussi tout ce qui est impliqué derrière, que ce soit le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, parce que on se dit on achète un téléphone, mais on ne sait pas qui vous vend cette solution, où vont les fonds après. Et ça, c'est des choses que j'essaye toujours d'expliquer. Je pense que les cas pratiques qui sont à présenter aux gens pourraient peut-être un peu plus montrer que derrière il y a un vrai danger. Mhm. Et malheureusement, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, punir les gens qui ne sont pas vraiment au courant, même si clairement euh, les trois quarts sont quand même un petit peu au courant qu'il y a quelque chose de bizarre derrière. Mais je pense que pour l'instant, il faudrait déjà éduquer et peut-être après punir. Mais c'est déjà une première belle promotion, l'arrêt de ce youtubeur et peut-être la punition. Et j'espère qu'ils iront au bout. On l'espère aussi. Et alors, tu as dit un mot qui est très fort pour le coup, tu as parlé d'éduquer, et Mhm. c'est justement notre rôle au sein de BeSafe en tant que première école de lutte contre la fraude en France. Euh, Nous avons dans notre formation un gros aspect communication. Comme tu le sais, notre objectif est bien entendu d'apprendre à nos étudiants les méthodes et les processus nécessaires à la pratique de la lutte contre la fraude, mais également de leur donner toutes les bases de la communication nécessaires à pouvoir mener à bien, par exemple, des campagnes de sensibilisation, réaliser des formations ou tout du moins faire de la prévention. Euh, Quelle est selon toi aujourd'hui l'importance de la prévention lorsqu'on fait de la lutte contre la fraude? C'est super important. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Mhm. C'est vrai, ce que vous apprenez aux élèves. Moi, j'étais jury donc, de certains diplômes et c'est vrai que j'étais choqué de voir la qualité de certaines promotions ou communications qu'ils avaient dû à faire. C'était bien moi, clairement, j'ai mon LinkedIn, j'ai galéré pour arriver à la communauté que j'ai, arriver à faire de beaux textes, de belles présentations, de beaux visuels. Et c'est vrai que chez vous, c'était vraiment bien qualitatif. Et pour moi, l'importance primordiale du fait que les jeunes qui sortent d'ici vont aller dans des sociétés, toutes les sociétés, que ce soit e-commerce actuelles, qui n'ont pas un attrait premier à traiter ou à lutter contre la fraude, Mhm. sont pas vraiment au courant de ce qui peut être une fraude, que ce soit dans une société ou contre la société en question. Mhm. Et clairement, une personne qui arrive et qui peut faire de la formation en interne, qui peut parler à ses collègues, expliquer
même un petit peu les risques cyber, c'est pour moi primordial. Et j'espère aussi que ça va se répandre un peu plus, monter jusqu'à les banques, l'État. Les banques commencent un peu à le faire, ça me fait plaisir. C'est vrai Euh, que là où, par le passé, la fraude était un phénomène qui était, mine de rien, assez caché, c'est-à-dire que Très tabou. exactement. C'était très tabou et on n'en parlait pas. Aujourd'hui, la parole se libère un peu, je pense, parce que justement, dans la conscience collective, on a commencé à comprendre que finalement, le meilleur moyen de lutter contre la fraude, c'est de prévenir, pour Oui, la simple et bonne raison que si vos clients sont avertis, ils sont moins amenés à être victimes de fraude. je suis d'accord. Et c'est justement nous, dans cette démarche qu'on travaille au sein de BeSafe, donc toujours dans une démarche de prévention, pardon. Euh, alors, tu le sais, aujourd'hui, alors, nous faisons ce podcast à une date qui est très particulière, Mhm. pour deux raisons. La première étant que nous sommes le 14 novembre, et donc nous sommes en pleine semaine de la prévention de la lutte contre la fraude, et également que dans 2 jours débute le Black Friday. Alors le Black Friday, c'est un événement très important, surtout malheureusement pour les fraudeurs, qui voient là une réelle opportunité finalement de peut-être tenter de nouvelles méthodes. Jonathan, en tant que toi qu'expert de la lutte contre la fraude, quel conseil est-ce que tu aurais à la fois pour un responsable fraude qui devrait mettre en place certaines sécurités sur son site ou sur ses moyens de paiement, mais également des conseils pour les clients qui malheureusement sont peut-être amenés à être victimes de fraude dans cette période? C'est une bonne question. Alors, je rebondis sur le côté expert. Je suis allergique à cette appellation, du fait que bon, ça évolue toujours et que parfois. Moi, j'ai peur un jour de finir has-been d'ailleurs, concernant ce domaine. Euh, les conseils que je pourrais donner, comme j'ai dit tout à l'heure, la fraude au paiement est un peu plus compliquée avec les directives des SP2, mais les fraudeurs, honnêtement, vont se pencher sur les bons d'achat. Mhm. Il y a beaucoup de bons d'achat qui se présentent, et puis forcément ça va attirer parce que comment marchent les bons d'achat? Est-ce que si je crée X comptes, je vais avoir X bons d'achat? Est-ce que les bons d'achat sont remboursables? Est-ce qu'ils sont cumulables? Ils vont tenter énormément de choses. Je pense aussi donc à la vente des comptes, par exemple, sur les plateformes e-commerce qui ont été corrompus et qui vont être vendus parce que parfois le compte PayPal associé est toujours enregistré, ou parce que justement je vais pouvoir l'utiliser avec un vol de données pour jouer au faux conseiller et faire un paiement sur telle ou telle plateforme e-commerce. Il va y avoir, quand ils n'y arrivent pas forcément, s'ils sont bons hack, il va y avoir aussi du DDoS. Honnêtement, à surveiller, je pense, niveau paiement, il y a des règles à, à réévaluer, à remettre en place. Je pense aussi à faire attention parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas la visibilité ou qui pensent bloquer les cartes virtuelles, mais il y a toujours comment dire, de nouvelles entreprises qui se créent avec des nouvelles solutions et on ne voit pas tout passer. Donc vraiment avoir un... ouais, c'est compliqué de dire tout ce qu'il faudrait faire, mais oui, le paiement, c'est un peu plus léger, même s'il va y avoir. Et puis après, tout ce qui est contournement de règles, que ce soit au parrainage, que ce soit l'utilisation des bons d'achat, que ce soit, enfin voilà, comme je l'ai dit, pas mal de choses. La fraude au retour, j'en parle même pas parce que c'est honnêtement pour moi le fléau numéro un en Europe, si je dirais plutôt même dans le monde, honnêtement, voilà. Ok, merci Jonathan. Et petit rappel, notamment pour les particuliers, n'oubliez pas que vous avez la possibilité à votre échelle de faire de la lutte contre la fraude, notamment grâce à la plateforme du gouvernement Pharos, donc Pharos, donc Pharos, qui permet de faire des signalements de contenu illicite sur Internet, et notamment tout contenu lié à de l'arnaque ou à du financement du terrorisme. Et vous, que pensez-vous que sera l'impact de la mise en place d'un délit de promotion de la fraude? Merci beaucoup Jonathan pour ta participation aujourd'hui. Encore une fois, c'était vraiment Merci un de m'avoir plaisir invité. de t'accueillir au sein de l'établissement. Et c'est pas du tout la dernière fois, et tu le sais, je pense. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast, qui était le premier mais pas le dernier. Comme vous le savez, BeSafe a à cœur de
prévenir en matière de lutte contre la fraude. Nos formations sont d'ailleurs réalisables du Bac+2 au Bac+5 et vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre formation et notre spécialisation en lutte contre la fraude via notre site internet. Merci beaucoup et excellente fin de journée à vous.